Les aventures en plein air offrent excitation et défis, mais elles peuvent aussi être mortelles. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 récits authentiques des pires décès survenus dans l'histoire des aventures en plein air. Des événements qui rappellent les dangers liés au dépassement de soi dans la nature. En août 2011, dans une région isolée près de Termalny, un village de Sibérie orientale, Olga Moskaliova, une jeune stagiaire en psychologie de 19 ans, est partie pêcher avec son beau-père, Igor Tsiganenkov. Il prévoyait une journée paisible au bord de la rivière, profitant de la beauté naturelle de l'endroit. Olga était une jeune femme pleine de vie qui venait de terminer l'école de musique et d'obtenir son permis de conduire. Décrite comme chaleureuse, joyeuse et pleine d'énergie, elle nourrissait de grands projets pour l'avenir, notamment avec son petit ami, Stepan, selon les souvenirs de sa mère, Tatiana. Alors qu'ils pêchaient, leur journée tranquille a viré au cauchemar lorsqu'une ours brune, suivie de ses 3 oursons, les a attaqués. La mère ours s'est d'abord jetée sur Igor, le maîtrisant avec une force impressionnante. L'attaque a été si brutale qu'elle lui a causé des blessures mortelles presque instantanément. Terrifiée, Olga a tenté de s'enfuir. Elle a réussi à courir sur environ 70 mètres avant que l'ours ne la rattrape. L'animal l'a renversée et lui a infligé des blessures graves. Désespérée et souffrante, Olga a réussi à appeler sa mère avec son téléphone portable. « Maman, l'ours m'attaque, ça fait tellement mal. Aide-moi s'il te plaît » a-t-elle crié. Tatiana, d'abord persuadée qu'il s'agissait d'une mauvaise blague, a rapidement compris que la situation était réelle en entendant les grognements et les bruits de l'attaque à travers le téléphone. « J'étais complètement sous le choc », a-t-elle confié plus tard. Ignorant ce qui était arrivé à Igor, Tatiana a essayé de le joindre mais n'a obtenu aucune réponse. Elle a alors alerté les autorités locales et le frère d'Igor, Andrei, leur suppliant de se rendre au plus vite sur les lieux. Lors d'un second appel, la voix d'Olga était plus faible. Elle a expliqué que l'ours était revenu avec ses oursons. « Maman, ils sont encore là, ils me blessent », a-t-elle dit, la peur dans la voix. Impuissante, Tatiana a été forcée d'écouter sa fille affronter l'impensable. Presque 1 heure plus tard, Olga a passé un dernier appel. Sa voix désormais à peine audible semblait résignée. « Maman, ça ne fait plus mal, pardonne-moi pour tout, je t'aime tellement », a-t-elle murmuré. L'appel s'est terminé peu après, laissant Tatiana anéantie. Quand Andrei et la police sont arrivés environ 30 minutes plus tard, l'ours se trouvait encore près du corps d'Igor. Le corps sans vie d'Olga a été retrouvé à proximité, témoignant de la violence de l'attaque. Pour éviter de nouveaux drames, des chasseurs ont été dépêchés pour abattre l'ours et ses oursons. Cet incident a profondément bouleversé la petite communauté de Termalny. Bien que les attaques d'ours soient rares, leur fréquence augmentait à mesure que les animaux s'approchaient des habitations humaines en quête de nourriture. Cette tragédie a souligné les risques liés à l'exploration de zones sauvages éloignées sans prendre les précautions nécessaires. Dévastée par la perte de sa fille, Tatiana a évoqué la personnalité et les rêves d'Olga. « Elle était toujours si joyeuse et pleine de vie », a-t-elle déclaré. La mort soudaine et tragique d'Olga a été une perte immense pour sa famille et ses amis, qui se souviennent d'elle comme d'une jeune femme gentille et prometteuse, avec un bel avenir devant elle. Cet événement effroyable reste un rappel des dangers que peuvent représenter les rencontres avec la faune dans des régions reculées. Alors qu'Olga et Igor espéraient simplement passer une journée paisible au contact de la nature, leur histoire demeure un avertissement sur la relation imprévisible et parfois dangereuse entre les humains et les animaux sauvages. Le 19 janvier 1973, un groupe d'alpinistes entreprit une expédition ambitieuse pour gravir l'Aconcagua, le plus haut sommet de l'hémisphère occidental avec ses 6960 mètres d'altitude. L'expédition était organisée par Carmi Dafo, chef d'un club d'alpinisme basé dans l'Oregon. Parmi les membres de l'équipe se trouvaient Janet Johnson, une enseignante dans la trentaine connue pour ses exploits en escalade, et John Cooper, un ingénieur de la NASA. Malgré leurs grandes espérances, l'ascension s'acheva tragiquement, entourée de mystères persistants. Janet Johnson était une alpiniste accomplie qui avait gravi tous les sommets de plus de 4000 mètres au Colorado. Elle avait pris une année sabbatique pour réaliser son rêve de gravir l'Aconcagua. Janet était méticuleuse, étiquetant tout son matériel, y compris son appareil photo Nicomat auquel elle tenait beaucoup. John Cooper rejoignit l'équipe à un stade avancé de la planification. Les autres membres comprenaient le psychiatre Jim Petrosky, le médecin Bill Eubank, l'agriculteur Arnold Macmillan, le policier Bill Zeller et l'étudiant John Shelton. Le groupe était guidé par Miguel Alfonso, un grimpeur argentin expérimenté. Ils avaient choisi l'itinéraire difficile du glacier polonais, réputé pour sa dangerosité. Les défis commencèrent rapidement pour l'expédition. Bill Eubank tomba malade avant même d'atteindre le camp de base.
Sur place, Roberto Bustos, responsable de la zone, remarqua que le groupe semblait inexpérimenté malgré leur équipement neuf. Il observe également des tensions au sein de l'équipe, Carmi imposant une hiérarchie stricte. En cours d'ascension, le groupe se scinda en petites équipes. Certains restèrent au camp 1, tandis que d'autres, dont Janet et John, continuèrent vers des camps plus élevés. Lorsqu'ils atteignirent le camp 3, à plus de 5800 mètres d'altitude, l'équipe était épuisée et souffrait du mal des montagnes. Jim Petrosque tomba gravement malade, obligeant Miguel à l'escorter vers des altitudes plus basses, laissant Janet, John, Bill et Arnold poursuivre seuls. Le lendemain, les alpinistes restants tentèrent d'escalader le glacier polonais. Les conditions météorologiques difficiles et l'altitude les forcèrent à s'arrêter à 6400 mètres. Ils improvisèrent un camp rudimentaire en creusant un abri sommaire dans la glace, utilisant des couvertures de survie pour se protéger du froid, faute de tente ou de sacs de couchage. Au matin, la situation était désespérée. John Cooper, affaibli et partiellement enseveli sous la neige, décida de redescendre vers le camp 3 mais n'y arriva jamais. Janet, elle aussi, ne survécut pas aux conditions extrêmes. Les détails précis de ce qui s'est passé restent flous. Bill Seller et Arnold Macmillan furent les derniers à voir Janet et John vivants. À leur retour au camp sans leurs compagnons, les autorités furent alertées. Les récits des survivants différaient, probablement en raison du stress et des effets de l'altitude. Une équipe de secours dirigée par Miguel retrouva plus tard le corps de John. Il lui manquait un crampon et il présentait de graves blessures, notamment une plaie à l'abdomen. Son piolet avait disparu et son visage semblait figé dans une expression de terreur. Le corps de Janet fut découvert 2 ans plus tard par un autre groupe d'alpinistes. Elle aussi avait perdu un crampon et souffrait de blessures graves, dont une défiguration faciale due à une exposition prolongée. Une grande pierre avait été placée sur son corps. La mort de Janet fut officiellement attribuée à un traumatisme crânien, probablement causé par une chute, tandis que celle de John fut liée à un traumatisme crânien. Cependant, des experts médico-légaux émirent des doutes sur ces conclusions. Le docteur Daniel Arrojo, qui participa à l'autopsie de Janet, releva des blessures suggérant une possible agression, notamment des coupures profondes sur son visage et des entailles sur ses bottes, vraisemblablement causées par une lame. En 2020, des alpinistes découvrirent l'appareil photo Nicomat de Janet conservé dans la glace. Le film contenait 24 photos, offrant un aperçu du périple du groupe. Ces clichés donnèrent un fragment d'éclairage sur les derniers instants de Janet, mais laissèrent de nombreuses questions sans réponse. La découverte de l'appareil photo raviva l'intérêt pour cette affaire. Pourquoi des objets clés comme les piolets manquaient-ils ? Qu'est-ce qui avait causé les coupures profondes sur le corps de Janet ? Et pourquoi John semblait-il figé dans la peur ? Ces drames étaient-ils de simples accidents ou impliquaient-ils d'autres facteurs ? Le mystère demeure. Le 2 novembre 2022, en Terre de Feu, en Argentine, un groupe de 7 touristes, dirigé par un homme originaire du Brésil, s'est aventuré dans la grotte de Jimbo, également appelée la grotte de glace, dans la vallée d'Andorre. Cette région est célèbre pour ses magnifiques glaciers, mais elle est également connue pour ses dangers. La grotte avait été déclarée dangereuse en raison des risques d'effondrement de glace et de rochers, mais le groupe a choisi d'ignorer les avertissements. Des panneaux à l'entrée de la grotte indiquaient clairement « Attention, ne pas entrer ». Malgré cela, l'homme brésilien a conduit le groupe vers la grotte tout en filmant la scène avec son téléphone. L'un des touristes l'a averti d'être prudent, mais il a continué. Soudain, le toit de glace s'est fissuré et un énorme bloc de glace, au moins 2 fois sa taille, est tombé d'environ 15 mètres de hauteur. Le bloc a frappé l'homme directement à la tête, provoquant sa mort instantanée. Un autre touriste a capturé ce moment tragique en vidéo avant de lâcher la caméra et de crier au groupe de s'éloigner. Le groupe a rapidement battu en retraite et a appelé les secours vers 17h, heure locale. Les équipes de secours ont dû parcourir près de 10 km à pied pour atteindre les lieux. À leur arrivée, l'homme était déjà décédé. Son corps a été transporté à Ushuaia, la ville la plus australe d'Argentine, pour une autopsie. Les autorités locales ont ouvert une enquête pour comprendre ce qui s'était passé et ont interrogé les 6 autres randonneurs présents. L'accident s'est produit dans le parc national de la Terre de Feu, le premier parc national côtier d'Argentine. Ce parc est réputé pour ses paysages à couper le souffle mais comporte également des dangers. La grotte de Jimbo en particulier avait été signalée comme dangereuse en raison de la glace et des rochers instables. Des études avaient montré que la grotte risquait de s'effondrer et les autorités avaient à plusieurs reprises averti les visiteurs de ne pas s'en approcher. Cependant, la beauté de la grotte continuait d'attirer des aventuriers prêts à prendre des risques. L'homme, un Brésilien dans la trentaine, voyageait seul en Argentine. Il n'avait aucune pièce d'identité sur lui, ce qui a compliqué l'identification et la notification de sa famille. Sa mort souligne l'importance pour les visiteurs de respecter les avertissements de sécurité.
notamment dans les zones marquées comme dangereuses. Des images de l'incident ont circulé dans les médias locaux, montrant le groupe s'approchant de la grotte et le moment où la glace s'est effondrée. Dans la vidéo, le choc et la terreur du groupe sont évidents lorsque la glace frappe l'homme et qu'il réalise l'ampleur du danger. L'homme aurait-il pu être sauvé si des mesures plus strictes avaient été prises pour interdire l'accès à la grotte? Ces réflexions hantent les esprits alors que l'enquête se poursuit. Après l'incident, les autorités locales ont rappelé l'importance de respecter les consignes de sécurité dans les parcs nationaux. Elles ont également intensifié les efforts pour appliquer les restrictions dans les zones dangereuses, comme la grotte de Jimbo. Le parc reste fermé et les responsables insistent sur le fait qu'ignorer les avertissements peut avoir des conséquences graves. L'affaire est désormais entre les mains du juge Javier de Gamas Soler à Ushuaia. Tous les membres du groupe sont interrogés pour fournir des détails sur les circonstances de l'accident. Les enquêteurs cherchent à déterminer si d'autres mesures auraient pu être prises pour éviter cette tragédie et prévenir des incidents similaires à l'avenir. Cet événement a profondément marqué la communauté locale et rappelle les risques liés à l'exploration de telles zones. Les merveilles naturelles peuvent être séduisantes, mais elles sont également imprévisibles et dangereuses. Les visiteurs sont invités à prendre au sérieux les avertissements de sécurité et à se rappeler que ces règles sont là pour protéger des vies. La mort du touriste brésilien est une perte déchirante, soulignant le besoin de prudence face à la nature. Les autorités espèrent que cette tragédie servira de leçon à d'autres sur l'importance de respecter la nature et les consignes de sécurité établies. Le 12 novembre 2024, à Vang Vieng, au Laos, deux jeunes femmes originaires de Roskilde, au Danemark, Anne-Sophie Orkild Koyman, 20 ans, et Freja Venervald Sorensen, 21 ans, étaient en voyage sac à dos à travers l'Asie du Sud-Est. Ce périple devait être une aventure inoubliable. Elles venaient d'arriver à Vang Vieng et avaient réservé une chambre au Nana Backpackers Hostel. Ce soir-là, elles ont profité de quelques boissons au bar de l'auberge avant de visiter d'autres lieux locaux, sans se douter que cette nuit serait leur dernière. Vang Vieng, célèbre pour sa scène festive et ses paysages à couper le souffle, est une destination prisée des voyageurs. Les hébergements bon marché et l'alcool facilement accessible attirent des routards du monde entier. La ville fait partie du Banana Pancake Trail, un itinéraire bien connu en Asie du Sud-Est. Après être retournées dans leur chambre vers minuit, Anne-Sophie et Freja ont envoyé un message à un ami le lendemain matin signalant une maladie grave, incluant des vomissements accompagnés de sang. Cela indiquait clairement un problème sérieux. Lorsque les deux femmes n'ont pas honoré un rendez-vous prévu, leur ami, inquiet, a posté un message urgent en ligne pour alerter d'autres voyageurs. Vers 18 h, le 13 novembre, le personnel de l'auberge a trouvé Anne-Sophie et Freja inconscientes dans leur salle de bain. Elles ont été transportées d'urgence à un hôpital de Vang Vieng, puis transférées dans un établissement plus grand à Vientiane. Malgré les efforts des médecins, les deux femmes sont décédées dans les premières heures du 14 novembre. Les autorités médicales ont suspecté un empoisonnement au méthanol comme cause de leur décès. Le méthanol est une substance chimique toxique, parfois utilisée dans l'alcool contrefait en raison de son faible coût. Contrairement à l'éthanol, qui est sûr à consommer avec modération, le méthanol est extrêmement dangereux. Même une petite quantité peut être fatale, provoquant des symptômes tels que nausées, vomissements, difficultés respiratoires et troubles de la vision. Dans les cas graves, il peut entraîner une défaillance des organes, la cécité ou la mort. Tragiquement, Anne-Sophie et Freja n'étaient pas les seules victimes d'un empoisonnement au méthanol à Vang Vieng cette semaine-là. James Louis Hudson, un Américain de 57 ans, a été retrouvé sans vie dans sa chambre le 13 novembre. Deux adolescentes australiennes, Bianca Jones et Holly Bowles, toutes deux âgées de 19 ans, sont également décédées. Une autre victime, Simone White, une voyageuse britannique, est morte dans un hôpital thaïlandais après avoir consommé de l'alcool à Vang Vieng. Le gérant du Nana Backpackers Hostel a nié être au courant du problème, affirmant que plus de 100 autres clients avaient consommé des boissons cette nuit-là sans incident. Cependant, l'auberge a été fermée en attendant les résultats de l'enquête. Plusieurs membres du personnel, y compris le gérant, ont été placés en garde à vue pour interrogatoire. Le gouverneur de Vang Vieng, Bunchan Malawong, s'est rendu sur place et a promis une enquête approfondie pour que les responsables soient tenus pour compte. L'empoisonnement au méthanol est un problème récurrent en Asie du Sud-Est, où la production d'alcool non réglementée conduit souvent à de tels incidents. Selon Médecins sans frontières, des milliers de cas se produisent chaque année dans la région. Les familles des victimes
ont appelé à des mesures pour prévenir d'autres tragédies. Le père de Bianca Jones a exhorté le gouvernement laotien à mener une enquête approfondie, tandis que Karsten Sorensen, le père de Freja, a insisté sur la nécessité de sensibiliser les voyageurs au danger de l'empoisonnement au méthanol. Les enquêteurs ont finalement retracé l'alcool contaminé jusqu'à une usine mal entretenue près de Vientiane. Le département des aliments et médicaments du ministère de la Santé du Laos a ordonné la fermeture de l'usine après avoir découvert une contamination significative. Le propriétaire de l'usine a été arrêté et les habitants ont rapporté que le site avait été inspecté auparavant mais était resté opérationnel jusqu'à cet incident. Malgré ces actions, cette tragédie a mis en lumière le problème généralisé de l'alcool non réglementé en Asie du Sud-Est. Les gouvernements, notamment ceux des États-Unis et du Royaume-Uni, ont émis des avertissements aux voyageurs sur les risques liés à la consommation d'alcool dans la région. Les décès d'Anne-Sophie et Freja, ainsi que ceux des autres touristes, soulignent les dangers de l'alcool contrefait. Des questions demeurent, des mesures de sécurité plus strictes à l'auberge auraient-elles pu prévenir cela? Une action plus rapide contre l'usine aurait-elle sauvé des vies? Et si les voyageurs étaient de mieux informés de ces risques? Cette histoire dévastatrice a profondément marqué les proches des victimes et la communauté au sens large. Alors que les enquêtes se poursuivent, il y a l'espoir qu'une sensibilisation accrue et des réglementations plus strictes contribueront à protéger les voyageurs à l'avenir. Le 11 novembre 2023, William Will Ognon, un vétéran de 33 ans, faisait une randonnée dans le parc national de Snowdonia, au nord du pays de Galles. Il faisait partie d'un groupe de 6 personnes participant à une randonnée caritative pour lever des fonds en faveur des anciens combattants. C'était le jour de l'armistice, une journée particulière pour Will, qui avait servi en Afghanistan et aux îles Malouines. Le groupe a commencé sa randonnée depuis un Airbnb, prenant une navette jusqu'à la base du mont Snowdon. Ils ont choisi le Peak Track, un sentier populaire mais difficile menant au sommet. Will était connu pour sa confiance et sa conscience des règles de sécurité. Il avait apporté un drone pour capturer les superbes paysages montagneux. Vers la mi-matinée, ils atteignirent la crête de Crib Goch, un passage notoire du sentier avec des pentes abruptes et un terrain dangereux. Plus tôt dans la randonnée, Will avait glissé, se blessant aux genoux et aux doigts. Cependant, il avait soigné ses blessures lui-même et avait continué. Alors que le groupe avançait le long de la crête, le brouillard commença à obscurcir leur vue. Will sortit son drone pour filmer, mais le rangea au début en raison de la faible visibilité. Plus tard, il décida de tenter à nouveau. Alors qu'il faisait voler le drone, celui-ci perdit le signal et s'écrasa sur une pente abrupte en contrebas. Déterminé à le récupérer, Will descendit la pente rocheuse. Ses amis commencèrent à s'inquiéter en le voyant descendre prudemment. Puis, soudainement, il perdit pied. Sarah Edwards, l'une des randonneuses, le vit glisser sur le dos sur la pente. Le groupe paniqua. Sarah appela les secours à 11 h, signalant la chute. Un autre randonneur, Daniel Hellier, mentionna avoir vu Will franchir un écart avant de glisser. Tout le monde redoutait le pire en attendant l'aide. Les secours, comprenant la police, une ambulance aérienne et des équipes de secours en montagne, arrivèrent rapidement. Ils localisèrent Will sur le versant nord de Crib Goch, à environ 50 mètres en dessous. Malheureusement, malgré leurs efforts, Will fut déclaré mort sur place. Il avait subi de graves blessures à la suite de la chute. Une enquête en juin 2024 conclut que sa mort était accidentelle. Le docteur Brian Rogers, médecin légiste au ministère de l'Intérieur, confirma que Will était décédé des suites de multiples blessures. La coroner principale, Kate Robertson, souligna la signification de la journée, le jour de l'armistice. Le service militaire de Will s'étendait sur 7 ans au sein des Royal Signal, avec des déploiements en Afghanistan et aux îles Malouines. Après avoir quitté l'armée, il s'était installé à Bournemouth avec sa partenaire, Nicole Martin, et avait lancé une entreprise de randonnée. Passionné de fitness et d'œuvres caritatives, il organisait des événements pour soutenir les anciens combattants. Il avait récemment effectué un voyage de reconnaissance au mont Everest et prévoyait de retourner sur place en mars. Son père, Alastair Ognon, exprima fierté et tristesse en disant « Il est parti à 11 h, le 11e jour du 11e mois, un soldat jusqu'au bout. C'était un fils dont aucun homme ne pouvait être plus fier. Il était heureux, aimé et admiré par tous ceux qui l'ont rencontré. » La mort de Will fut une perte dévastatrice pour sa famille et sa communauté. Connu pour sa gentillesse et son optimisme, son souvenir continue d'inspirer ceux qui l'ont connu. Sa famille a créé une collecte de fonds pour couvrir les frais des funérailles et soutenir les causes qui étaient chères à Will. L'histoire de Will soulève des questions persistantes. Et si le drone n'était pas tombé? Et si la météo avait été meilleure? Et s'il n'avait pas glissé plus tôt pendant la randonnée? Bien que ces questions demeurent, il est évident que Will a vécu pleinement, poursuivant ce qu'il aimait, entouré de ceux qui tenaient à lui.
Son héritage perdure à travers les vies qu'il a touchées, son travail caritatif et les souvenirs qu'il a laissés derrière lui.